Écoutez, je ne suis pas un poète ou un mari d'Instagram qui écrit des dédicaces d'anniversaire comme si c'était un roman d'amour. Je suis juste un gars qui travaille de ses mains. Je me lève à 5h30 tous les matins, je prépare mon déjeuner, j'enfile mes bottes et je me dirige vers le chantier. C'est ma vie depuis 18 ans. Pas de raccourci, personne ne m'a rien donné, juste du travail acharné et des callosités. J'ai rencontré Alissa dans un cabinet dentaire. Elle m'a nettoyé les dents et je suppose que je lui ai fait bonne impression. Elle était intelligente, drôle et avait quelque chose dans son sourire qui me faisait sentir que j'étais important. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de nous marier. Elle avait l'habitude de m'attendre après de longs quarts de travail, de préparer le dîner, de nous blottir sur le canapé et même de venir avec moi les dimanches de football avec les amis. Nous étions très proches, mais quelque part en cours de route, quelque chose a changé. Au début, je ne m'en suis pas rendu compte. La vie devient trépidante, on se marie, les factures s'accumulent, des routines s'installent. On s'allongeait sur le canapé après le travail, on naviguait sur nos téléphones, on s'endormait au milieu d'un film. Des choses normales. Mais petit à petit, la chaleur a tout simplement disparu. Je me penchais pour lui embrasser le cou et elle tressaillait. J'essayais de l'enlacer par la taille pendant qu'elle cuisinait et elle s'écartait comme si je l'avais effrayée. Et les excuses ont commencé. Chaque soir, j'ai mal à la tête, je suis épuisé, faisons juste un câlin, j'ai eu une dure journée, chérie. Et bien sûr, parfois les gens sont vraiment fatigués, je comprends. Mais ce n'était pas seulement une nuit, c'est devenu toutes les nuits. Et je ne parle pas seulement du physique, même les câlins semblaient forcés. Elle embrassait le chien avec plus d'affection que moi. Pendant ce temps, chaque fois qu'elle voulait quelque chose, un nouveau manteau, des ongles frais, son botox mensuel, un voyage entre filles à Tampa, devinez qui était toujours censé dire oui? Moi. Et comme un idiot, je le faisais toujours. Même lorsque les choses étaient serrées, je me débrouillais. Je sautais le déjeuner, je prenais des heures supplémentaires, je vendais des outils que j'utilisais à peine, tout pour qu'elle n'ait pas à manquer son rendez-vous au salon ou sa retraite de yoga en groupe. J'ai commencé à jongler avec 3 cartes de crédit, ne payant que les minimums, les menant à la limite et transférant les soldes juste pour maintenir son style de vie intact. Elle travaillait 5 jours par semaine, mais elle a progressivement réduit à temps partiel, disant qu'elle avait besoin de plus de soins personnels. Et vous savez quoi? Je n'ai même pas discuté. J'ai pensé, si cela la rend heureuse, je me débrouillerai avec le reste. C'est comme ça que j'ai toujours été. Je répare les choses, c'est mon travail. Mais personne ne m'a dit quoi faire quand c'était moi qui me brisais. Je me souviens d'un soir en particulier. C'était un vendredi. J'ai ramené à la maison de la nourriture à emporter de notre restaurant préféré, Tony S, sur la 5e rue, et elle a à peine levé les yeux de son téléphone. J'étais excité, vous savez, je voulais juste un dîner tranquille ensemble, peut-être un verre de vin, peut-être une chance de renouer. Elle n'a pas dit « merci », elle n'a même pas remarqué que j'avais commandé son plat préféré, le club sandwich avec des frites de patates douces. Elle a navigué sur TikTok, a ri à une vidéo et a dit « je n'ai même pas si faim, je mangerai plus tard ». Puis elle est entrée dans la chambre et a fermé la porte à clé. Elle a dit qu'elle avait une migraine, encore. Je me suis assis sur ce comptoir de cuisine, mangeant seul, comme un étranger dans sa propre maison. Cette nuit-là, je ne suis même pas allé au lit, j'ai dormi sur le canapé, tout habillé. Et vous savez quoi? J'ai réalisé quelque chose vers 2h du matin, en regardant le ventilateur de plafond tourner en rond. Je n'étais plus son mari. J'étais son putain de portefeuille. Elle ne voulait pas me toucher, elle ne voulait pas me parler, elle ne voulait pas être vue avec moi à moins que cela n'implique de dépenser de l'argent. Et ce n'est pas comme si j'étais un paresseux. Je travaillais comme un âne, 45 heures par semaine en saison normale et plus pendant les saisons de pointe. J'ai les genoux bousillés de monter des échelles et de ramper sous les poutres. Mes ongles sont noirs de crasse la moitié du temps. Je ne conduis pas une camionnette de luxe, je n'ai jamais eu de PlayStation ou d'abonnement de golf. Je porte les 4 mêmes chemises en flanelle en rotation. Mais je me suis assuré qu'elle avait ce dont elle avait besoin, toujours. On avait l'habitude de rire dans la cuisine, mec, mais rire vraiment. On avait des blagues privées, des listes de lecture partagées, des routines au supermarché. Une fois, on a dansé à Walmart parce que sa chanson préférée passait au haut-parleur. Maintenant, nous ne sommes que 2 personnes qui se croisent comme des étrangers. Elle est collée à son téléphone et je ne suis que du bruit de fond.
J'ai commencé à remarquer des choses, comme le fait que toute son attitude changeait quand elle parlait à ses amis, riante, pétillante, animée, comme si elle était à nouveau vivante. Mais avec moi, plate, robotique, froide. C'est comme si j'avais fait quelque chose qui la dégoûtait et que personne ne me l'avait dit. Même l'intimité ressemblait à un service que vous deviez programmer à l'avance, comme si elle me faisait une faveur tous les 3 mois. Pendant ce temps, si j'hésitais un jour à transférer $150 pour son spécialiste des sourcils ou à lui acheter un autre ensemble Lululemon, elle disait, « Quel est ton problème? Pourquoi es-tu si avare ces derniers temps ?» Je voulais crier, « Parce que je suis noyé dans les dettes, Alyssa. Je ne peux même pas m'acheter de nouvelles chaussettes. » Mais je ne l'ai jamais dit. J'ai juste hoché la tête, souri et transféré le putain d'argent. J'ai arrêté d'en parler à mes amis aussi. Les mecs ne reçoivent pas de compassion pour ce genre de choses. Tu dis, ma femme ne me touche jamais, mais elle prend tout mon argent, et les gens agissent comme si tu te plaignais ou que tu étais dramatique. Mais je sais que je ne suis pas fou. Je sais ce que l'amour ressentait avant, et ce n'est pas ça. C'est arrivé à un point où je tressaillais quand elle entrait dans la pièce, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je ne voulais pas recevoir une autre plainte ou une demande d'argent. Avant, je rentrais à la maison et je ressentais la paix. Maintenant, je rentre et je ressens la tension, comme si j'attendais le verdict d'un tribunal. L'ironie. Quand elle m'a rencontré, elle a dit qu'elle aimait à quel point j'étais réel. Tu as les pieds sur terre, tu n'es pas ostentatoire, tu sais ce qui est important. Oui, elle a dit ça. Mais maintenant, elle lève les yeux au ciel en voyant mes bottes à bout d'acier près de la porte. Elle critique ma façon de manger, se moque de ma camionnette parce qu'elle n'a pas de Bluetooth, agit comme si elle avait dépassé le gars avec qui elle pleurait de rire. Alors me voilà, assis dans une maison à moitié payée, mangeant des restes de chili, cherchant sur des sites d'emploi pour des boulots supplémentaires juste pour survivre, pendant qu'elle fait du shopping sur Amazon dans l'autre pièce, dans une maison que je paie seul. Avez-vous déjà eu l'impression d'être pressé comme un citron par quelqu'un qui a juré un jour de vous aimer pour toujours? C'est là que j'en suis. Et je sais que je ne suis pas seul. Il y a des gars comme moi, silencieux, loyaux, épuisés, marchant dans un brouillard, se demandant où diable leur mariage est passé. Mais le truc, c'est que je ne vais pas continuer comme ça encore longtemps. Quelque chose en moi s'est cassé. Pas d'une manière furieuse à lancer des choses. D'une manière silencieuse et dangereuse. Vous allez voir. Vous savez ce qui est drôle? J'avais l'habitude de croire tout ce qu'elle disait. Si Alyssa disait qu'elle était fatiguée, je la croyais. Si elle disait qu'elle avait des crampes, je lui apportais une bouillotte et une tasse de thé. Si elle ne voulait pas que je la touche, je gardais mes distances et je lui tenais juste la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais dernièrement, quelque chose a commencé à ne pas aller. Et pas du genre, oh, on est juste dans une mauvaise passe. Je parle de ce malaise viscéral qui s'insinue en vous petit à petit, comme si quelque chose rampait sous votre peau mais que vous ne pouvez pas encore le voir. Tout a commencé quand je suis rentré tôt un mardi après-midi, la pluie avait annulé le travail sur le chantier. Je suis entré par la porte en m'attendant à la trouver peut-être en train de faire la sieste, de regarder une série, n'importe quoi. Au lieu de ça, elle est debout dans la cuisine avec un débardeur gris ajusté, le genre qu'elle ne porte plus jamais avec moi, riant au téléphone, tenant un verre de vin à 15 heures. Elle ne m'a pas vu au début. Je suis juste resté là, près du couloir, à écouter. Elle a dit, « Tu sais que j'aime quand tu me pousses contre le miroir, n'est-ce pas ?» J'ai gelé. Pas de « Salut, chérie », pas de « Conduis prudemment ». Non, elle était là, chuchotant des obscénités avec désinvolture comme si c'était une autre tâche du mardi. Puis elle m'a vu. Tout son visage a changé, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Elle a hésité avec le verre de vin, a mis fin à l'appel en panique et a lâché, c'était juste Sam, du travail. On plaisante comme ça, ce n'est rien, d'accord? Je n'ai pas dit un mot, je suis juste resté là à la regarder et je suis entré dans la chambre. Je me suis assis sur le bord du lit, le cœur battant dans ma poitrine, essayant de me dire que je l'avais imaginé, que j'avais du mal à entendre, que ce n'était pas ce que ça semblait être. Mais au fond, je savais que c'était la fissure dans le barrage. À partir de ce moment, j'ai commencé à regarder de plus près. J'ai prêté attention à ses schémas, à ses habitudes, à ses mensonges. Vous savez comment les gens se trahissent quand ils pensent que personne ne regarde. C'est ce qui a commencé à se produire. Elle se plaignait de maux de tête tous les soirs, mais avait étrangement assez d'énergie pour aller à la salle de sport 4 fois par semaine,
sortir à 4 dîners de filles qui duraient jusqu'à minuit et être collé à son iPad pendant des heures à regarder des émissions de télé-réalité à plein volume. Mais quand j'entrais dans la pièce, elle bâillait et disait qu'elle avait besoin de se reposer. Plus j'observais, plus je voyais. Elle a commencé à cacher son téléphone. Avant, elle le laissait traîner sur le canapé. Maintenant, toujours face contre terre, mot de passe changé, notification désactivée. Une fois, je l'ai vu supprimer un SMS juste après l'avoir lu. J'ai fait semblant de ne pas remarquer, mais j'ai vu le nom, Zayn, homme soulevant des poids. Zayn, m'a-t-elle dit. C'est mon nouvel entraîneur. J'ai eu une super offre grâce à une promotion de la salle de sport. Le truc, c'est que je ne l'avais jamais vu soulever un seul haltère de sa vie. Alors j'ai vérifié notre compte courant commun. Elle a dit qu'il facturait $40 par séance, mais j'ai trouvé 4 paiements par Venmo en une semaine, 95, 110, $130. Dans les notes, plan de repas, révision de la technique, merci, émoticône, clin d'œil. Qui met un emoji clin d'œil dans un paiement Venmo à un entraîneur? J'ai eu la nausée. Mais je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Je n'allais pas crier ou supplier. J'avais déjà joué à ce jeu avant, tu cries, il pleure, rien ne change. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de faits. Alors je suis devenu malin. J'ai créé un nouvel identifiant Apple et je l'ai synchronisé avec son ancien iPad, qu'elle n'utilisait presque plus. Elle n'avait aucune idée qu'il était toujours connecté. En quelques jours, j'ai commencé à recevoir des notifications en double, messages, événements du calendrier, même des tentatives d'airdrop. Et devinez ce que j'ai trouvé? Une conversation complète avec Zayn. Capture d'écran, photo, note vocale. Elle lui a envoyé une photo depuis le miroir de notre salle de bain, portant une de mes chemises, lui disant que je n'étais au courant de rien. Je te vois après le yoga. Ça a fait plus mal que tout. Non seulement parce qu'elle me trompait, mais parce qu'elle en avait fait un jeu, comme si j'étais un idiot aveugle qui finançait son nouveau style de vie pendant qu'elle riait dans mon dos. Les maux de tête, ils s'évanouissaient à la seconde où je n'étais pas à la maison. Un soir, elle a dit qu'elle avait une migraine et qu'elle avait besoin de silence. J'ai dit, super, je vais me coucher tôt. Je suis entré dans la chambre, j'ai fait du bruit comme si je me couchais et j'ai laissé la porte de la chambre légèrement entr'ouverte. Puis je suis resté en silence près du couloir, à écouter. 10 minutes plus tard, elle était de nouveau au téléphone, riant, chuchotant, parlant de réserver une escapade dans un chalet. Avec qui? Pas avec moi, c'est sûr. Le dernier voyage que nous avons fait ensemble, c'était il y a 3 ans au lac Erie, et elle a passé la plupart du temps au téléphone de toute façon. C'était comme si j'avais été effacé. J'ai continué à creuser. J'ai fouillé dans nos sauvegardes iCloud, elle avait oublié de désactiver cette fonction. J'ai trouvé des messages supprimés, des notes vocales coquines, des invitations de calendrier pour des enregistrements à l'hôtel pendant les mêmes week-ends où elle disait qu'elle rendait visite à sa sœur à Cincinnati. Un soir, j'ai trouvé un reçu dans son sac à main. Un restaurant de luxe en ville, addition de $188. 2 plats principaux, 2 desserts, une bouteille de Cabernet. Tout payé avec ma carte de crédit. Vous savez ce qu'elle m'a dit ce soir-là? Qu'elle était allée dans un café végétalien avec son amie Monica. Elle a prétendu qu'elle avait à peine touché sa salade. Mec, j'aurais pu rire si ça ne m'avait pas autant brûlé. Cette femme, celle qui ne supportait pas d'être dans le même lit que moi, celle qui tressaillait quand je cherchais sa main, était dehors à jouer à la petite amie d'un autre gars, utilisant l'argent que je me cassais le dos à gagner. Et quand elle rentrait à la maison, elle continuait à agir blasée, à lever les yeux au ciel quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, à dire « je ne suis pas d'humeur » avant même que j'ouvre la bouche. J'ai réalisé quelque chose, assis sur le bord de mon lit un soir, regardant le côté vide où elle avait l'habitude de se blottir contre moi, ce n'est plus un mariage. C'est une performance. Elle porte l'alliance, vit dans la maison, mange la nourriture, utilise l'argent, mais son cœur est parti depuis longtemps. Et le mien commence à se refroidir. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas le genre de gars qui crie. Je ne vais pas casser des choses ou pleurer sur TikTok. Ce n'est pas mon style. Je construis mon dossier, en silence. J'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille, Robert E. Franklin, un gars local de Columbus, vif comme un couteau. Il m'a dit de commencer à tout documenter. Chaque paiement, chaque message, chaque mensonge.
L'Ohio est un état de distribution équitable, ce qui signifie que si je suis malin et si j'obtiens suffisamment de preuves qu'elle a commis une faute conjugale, surtout en utilisant notre argent pour entretenir une liaison, j'ai un avantage. Un avantage réel. Elle pense avoir le contrôle parce que je suis resté silencieux. Elle n'a aucune idée que j'ai 10 longueurs d'avance. Alors maintenant, chaque fois qu'elle va au yoga, je souris et je lui fais un bisou sur la joue. Chaque fois qu'elle me demande un petit virement pour ses ongles, je dis, bien sûr. Chaque fois qu'elle ment, j'agis comme si je n'étais au courant de rien. Mais en coulisses, je garde chaque putain de chose. J'ai des dossiers, des captures d'écran, des relevés bancaires, même une copie de nos vœux de mariage à côté d'une clé USB étiquetée, preuve. Elle voulait jouer à la maline. Très bien. Mais moi, je joue en silence. Et les hommes silencieux sont ceux que vous ne voyez jamais venir. Vous savez quand les gens disent, c'est la goutte d'eau. Ce moment arrive en silence. Pas de cris, pas de claquement de porte, pas de dispute de film. Juste du silence, le genre qui s'installe dans vos os et vous dit, oui, c'est tout. C'était moi, 3 semaines après avoir découvert qu'Alissa avait utilisé mon nom, mon argent et ma maison comme rampe de lancement pour sa petite double vie. Pendant qu'elle se plaignait de maux de tête à la maison, elle sortait avec Zayn, passait ma carte dans des stickoos et lui envoyait des selfies depuis le miroir de notre salle de bain, celui-là même que je nettoyais tous les dimanches comme un imbécile. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas explosé. J'ai joué sur le long terme. Étape 1, blinder les choses. Je suis allé à la banque, la First Financial sur Broad Street. Je me suis assis en face d'une femme nommée Karen qui savait que quelque chose n'allait pas juste en me regardant. J'ai dit, je dois protéger mon argent. À voix basse. Elle n'a pas posé de questions. Nous avons fermé le compte courant commun, transféré mon dépôt direct sur un nouveau compte à mon nom seul, annulé la carte de crédit partagée et l'avons remplacée par une carte individuelle. En 48 heures, je lui ai retiré le tapis de sous les pieds. Puis est venue la vraie partie amusante. Le lendemain matin, j'ai agi comme si tout était normal. J'ai fait du café, je lui ai fait un bisou sur la joue, je lui ai souhaité une bonne séance de yoga. Elle a souri et a dit, transfère-moi $60 pour le cours et un smoothie. J'ai hoché la tête, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé une fausse notification de transfert. Elle n'a même pas vérifié, elle est juste sortie par la porte en fredonnant. 2 heures plus tard, j'ai reçu un SMS, le transfert n'est pas passé? Ma carte a été refusée 2 fois. Je l'ai ignorée. Ce soir-là, elle faisait les 100 pas dans la cuisine. Elle a ouvert l'application de la banque sur son iPad et s'est figée. Elle m'a regardé et a demandé, pourquoi le solde est-il à 0? J'ai pris une gorgée de ma bière. Aucune idée. Peut-être que tu devrais appeler ton professeur de yoga. C'est là que ça a commencé à s'effondrer. Rendez-vous chez le coiffeur, refusé. Panier Amazon, paiement échoué. Son application Uber, bloquée. Chaque luxe qu'elle tenait pour acquis, disparu. Et ce n'était même pas à propos de l'argent, c'était à propos du contrôle qu'elle pensait avoir. Elle s'était habituée à ce que je sois le filet de sécurité, le plan B, le fournisseur silencieux qui ne remettait jamais rien en question. Mais quand ce filet a disparu, elle n'avait nulle part où tomber. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai annulé son abonnement à la salle de sport, j'ai gelé ses abonnements de streaming, j'ai transféré les services publics sur mon nouveau compte et j'ai configuré le paiement automatique pour mon nouvel endroit. Ah oui, j'avais déjà 2 longueurs d'avance sur ça aussi. J'ai trouvé un appartement d'une chambre à Powell, à seulement 25 minutes de Columbus. Quartier calme, vue sur le lac, abordable. J'ai signé un bail à mon nom, je l'ai meublé simplement et j'ai gardé les clés dans ma boîte à outils au travail. Pendant qu'elle se faisait faire les pédicures avec le nom de Zayn sur la bouche, je construisais une vie sans elle. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, son anniversaire. Elle en avait fait une tradition. Chaque année, nous allions au Jeff Ruby's Steakhouse, nous commandions une bouteille de rouge et elle publiait ses photos ringardes avec des légendes comme « Encore gâté » et « De cœur ». Elle s'attendait à ça encore. Au lieu de ça, elle est rentrée à la maison et a trouvé une table avec une seule enveloppe. À l'intérieur, il y avait une impression de chaque transaction Venmo, chaque message que j'ai sorti de sa sauvegarde iCloud, des captures d'écran, des réservations d'hôtel, des photos, tout. Et à la fin, juste une phrase écrite à la main par moi, j'ai mal à la tête. Ça doit être le stress. Tu sais ce que c'est. Elle a crié.
Elle a jeté l'enveloppe. Elle a commencé à hurler, « Tu as fouillé dans mes affaires. » Je n'ai même pas scié. Je suis resté là, j'ai pris mon sac de sport, je me suis dirigé vers la porte et j'ai dit, « Tu n'es pas la seule à savoir comment disparaître. » Et je suis parti. Elle m'a suivi, pieds nus dans l'allée, criant que j'exagérais, que j'agissais comme un enfant, que ce n'était pas ce que ça semblait être. Puis sont venues les larmes, les supplications. On peut arranger ça. S'il te plaît, ne pars pas. Mais le truc, c'est que j'étais déjà parti. Émotionnellement, je m'étais déconnecté il y a des mois. J'avais juste besoin des reçus pour justifier ma sortie. Et mon nouvel appartement, mec, le silence était curatif. Fini le faux semblant, fini de marcher sur des œufs autour de ces sautes d'humeur, fini de me sentir comme un fardeau dans ma propre putain de maison. Je me suis acheté une Dodge Challenger d'occasion, noire mat, bruyante comme l'enfer, quelque chose que je voulais depuis des années mais que je ne me sentais jamais autorisé à avoir. J'ai conduit jusqu'à Hocking Hills, je me suis vidé la tête et je me suis assis au bord des falaises avec un cigare et une bière fraîche, pensant juste, pourquoi ai-je attendu si longtemps? 2 semaines plus tard, elle a appelé en pleurant. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas payer l'hypothèque seule. Elle m'a demandé de revenir, juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Elle a prétendu que nous lui manquions. Je lui ai dit, sans détour, non. Le distributeur automatique te manquait, pas l'homme. J'ai bloqué son numéro, changé mon email, délié tous les comptes partagés. J'ai dit à son avocat que nous procéderions à un divorce à l'amiable, mais qu'il n'y aurait pas de pension alimentaire, pas d'arrangement. J'avais des preuves. Elle avait brûlé le pont et jeté de l'essence sur les cendres. C'est drôle comme les choses changent vite. Zayn, oui, il s'est évaporé à la seconde où je lui ai coupé le robinet du luxe. Fini les dîners, fini les chambres d'hôtel, fini les lululements à mes frais. Il a disparu comme de la fumée dans le vent. Elle a essayé d'envoyer des messages à ma mère, à ma sœur, même à certains de mes collègues. Elle a dit qu'elle traversait une mauvaise passe. Ils lui ont tous donné la même réponse, parle à Derek. Oh, attends, tu ne peux pas. Il en a fini avec toi. Et j'en avais fini. Fini d'être la deuxième option, fini d'être le portefeuille sans sentiment, fini d'être l'homme qui a tout donné et a reçu des miettes en retour. Maintenant, je travaille plus que jamais, mais je dors mieux. Je ne suis pas riche, mais ma paix n'a pas de prix. Je sors avec de vraies personnes, des amis qui ne font pas semblant. Quelques gars du chantier qui m'ont aidé à me remettre à la pêche. Même une femme du bureau des fournitures nommée Mélissa qui écoute quand je parle, rit de mes blagues et ne traite pas la gentillesse comme une faiblesse. Suis-je amer? Non. Juste plus malin maintenant. On vit, on apprend, on reconstruit. Et si jamais elle passe près de moi et me revoit, j'espère qu'elle se rendra compte que l'homme qui lui a tout donné est le même homme qui est parti sans se retourner.